Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle plongée au cœur de Plus belle la vie, encore plus belle. Aujourd'hui, préparez-vous à vivre un épisode exceptionnellement intense et bouleversant, diffusé en avance ce mardi 24 juin 2025, avec l'épisode 361. Un épisode charnière, où les destins se croisent, où les masques tombent, et où la menace devient plus réelle que jamais. Dans l'ombre d'un appartement insalubre, Luna et Chloé sont à bout de force. Sans nourriture depuis plusieurs jours, privées d'eau, enfermées sans issue, elles vacillent entre la fièvre, la douleur et la peur de ne jamais revoir la lumière du jour. Le danger est partout, dans chaque silence, chaque gémissement, chaque battement d'horloge. Et alors que la santé de Chloé se dégrade à vue d'œil, Luna puise dans ses dernières ressources pour tenir une promesse, sortir vivante de cet enfer. Pendant ce temps, à l'extérieur, la tension monte d'un cran. Samuel et Idriss retrouvent le téléphone de Luna abandonné dans une zone industrielle, soigneusement placée pour tromper les enquêteurs. Et cette découverte marque un tournant décisif. Désormais, la piste criminelle est officiellement ouverte. Au même moment, Babette et Mathieu affrontent le propriétaire Marc Mouret, dont le calme trop parfait cache de plus en plus mal ses zones d'ombre. Derrière ces sourires de façade, se cache-t-il un acteur clé de cette disparition? Le doute s'installe. Les soupçons s'épaississent, et le temps presse. Mais ce n'est pas tout. Dans cet épisode aux multiples ramifications, les émotions s'enchaînent avec force. Apolline, rongée par la honte, révèle enfin la vérité sur ses tricheries et son renvoi. Un aveu déchirant, mais libérateur. Lucie, elle, lutte contre ses insécurités d'adolescente, déterminée à obtenir enfin la reconnaissance qu'elle attend. Et Myrtha, touchante et perdue, sent que Luna s'éloigne, sans savoir qu'elle est peut-être en train de disparaître pour de bon. Enfin, dans l'ombre d'une arrière-cour, le gardien craque, prêt à tout abandonner. Et face à lui, Marc Mouret, plus glacial que jamais, s'obstine à maintenir le plan, quitte à frôler l'irréparable. Cet épisode est un véritable crescendo de tension, un puzzle dramatique dont chaque pièce se met enfin en place. Des silences lourds, des révélations explosives, des liens brisés, des vérités trop longtemps enfouies. Plus belle la vie n'a jamais été aussi haletante. Restez bien avec nous, car ce que vous allez découvrir aujourd'hui pourrait bien changer à jamais le destin de plusieurs personnages majeurs du Mistral. Les murs du cabinet dentaire renvoient une blancheur trop nette, presque clinique. Babette et Mathieu patientent dans le couloir, le regard tendu, tandis qu'un silence pesant les entoure. Quelques minutes plus tard, Marc Mouret les fait entrer dans son bureau. Affable, le sourire professionnel bien en place. « Bonjour, vous me disiez vouloir me parler d'un logement ?» Babette s'avance, ferme. « Oui. Il s'agit de l'un des appartements de votre immeuble, rue Bérard. Une certaine Chloé Valère y a séjourné récemment. Elle a disparu. » Le visage de Mouret reste impassible. Il incline légèrement la tête. « Chloé Valère ? Ce nom ne me dit rien. Mais j'ai bien quelques appartements, oui. Je les gère par l'intermédiaire du gardien. » Mathieu intervient. Le ton neutre mais tranchant. On pense que ce gardien a sous-loué un des logements, sans autorisation. Vous en aviez connaissance ? Mouret se redresse légèrement, croise les bras. Non. Et si c'est le cas, c'est parfaitement illégal. Je vais m'en occuper. Mais quelque chose cloche. Trop lisse, trop prompt à détourner la conversation. Babette le fixe, attentive. Un détail l'alerte. Son calme n'est pas celui de l'ignorance, mais d'un homme qui en sait trop. Vous comprenez bien que cette disparition nous inquiète. Et que l'état de santé de Chloé était critique. Vous êtes certain de n'avoir eu aucun contact direct ? Demande-t-elle. Un bref silence. Mouret soutient son regard, puis se lève, mettant fin à l'entretien. Je vous assure que je n'étais au courant de rien. Si j'apprends quoi que ce soit, je vous tiendrai informé. Babette et Mathieu quittent le cabinet avec un malaise croissant. Il ment. Souffle Babette dès qu'ils sortent. Il sait exactement ce qui se passe dans cet immeuble.
Et il fait tout pour gagner du temps. Autour de Marc Mouret, les soupçons s'épaississent. Sa position de propriétaire, son calme trop maîtrisé, son lien indirect avec le gardien. Et si derrière ces sourires se cachait bien plus qu'un simple oubli administratif? La vérité semble proche. Mais encore dissimulée derrière les murs bien polis d'un cabinet trop parfait. Les rues étroites de la zone industrielle sont silencieuses, baignées d'une lumière grise et froide. Samuel et Idriss avancent côte à côte, l'allure prudente, les regards en alerte. C'est ici que le téléphone de Luna a borné pour la dernière fois. Et l'ambiance du lieu donne des frissons. T'es sûr de la zone? Demande Samuel en consultant une dernière fois la géolocalisation sur son téléphone. Idriss hoche la tête, visiblement nerveux. Il s'arrête un instant. Observe les bâtiments abandonnés qui les entourent, puis lâche, presque à contre-cœur. J'aime bien Luna, tu sais. Elle me fait marrer. Elle est franche. Samuel tourne la tête vers lui. Surpris par cette confession à demi-mot. Il ne dit rien, mais le silence qui suit est chargé de tension. Soudain, quelque chose brille à quelques mètres dans un recoin de béton. Samuel s'approche. Se penche, et ramasse un téléphone. L'écran est fendu, mais la coque, le fond d'écran, pas de doute possible. C'est le sien, demande-t-il en se tournant vers Idriss. Idriss blanchit légèrement, acquiesce. Oui. C'est son téléphone. Un long silence s'installe. Les deux hommes échangent un regard lourd de sens. Abandon volontaire? Ou bien? Samuel inspecte les alentours, la mâchoire serrée. Si elle l'a laissé là, c'est qu'elle n'est pas partie de son plein gré. Le doute se transforme en certitude insidieuse. Quelque chose ne tourne pas rond. Et désormais, l'hypothèse de l'enlèvement ne peut plus être écartée. Le compte à rebours est lancé. Dans le hall ensoleillé du Mistral, Myrtha range quelques papiers derrière le comptoir quand elle aperçoit Nisma passer devant la porte. D'un pas vif, la jeune femme s'apprête à monter en direction du pavillon des fleurs. Nisma. L'interpelle Myrtha, d'un ton chaleureux mais empreint d'une légère nervosité. Nisma s'arrête aussitôt, souriante. Bonjour, Madame Torres. Tout va bien? Myrtha hésite une seconde. Puis se lance, la voix un peu plus douce. Si tu vois Luna, tu pourrais lui dire de me rappeler, s'il te plaît? Elle ne me donne plus beaucoup de nouvelles. Son regard se voile légèrement. Une pointe de tristesse se glisse dans sa voix. J'ai l'impression qu'elle m'évite. Comme si je n'étais plus dans la boucle. Nisma secoue la tête avec douceur, rassurante. Je suis sûre que ce n'est pas ça. Luna est juste débordée. Entre la résidence, les urgences de dernière minute et tout le reste, elle ne s'arrête jamais. Myrtha esquisse un petit sourire, reconnaissante mais pas tout à fait convaincue. Oui. Bien sûr. Je me fais peut-être des idées. C'est juste que, je pensais qu'on était plus proche que ça. Nisma pose une main légère sur son bras. Je lui dirai. Et je suis sûre qu'elle sera contente d'avoir de tes nouvelles. Puis la jeune femme s'éclipse, laissant Myrtha seule un instant, le regard tourné vers la fenêtre. Une légère brise agite les rideaux. Et dans le silence du hall, ce qui flotte dans l'air, ce n'est pas seulement l'inquiétude, c'est aussi le manque. Depuis plusieurs jours, Apolline vit recluse dans sa chambre. Rideau tiré. Téléphone en mode silencieux, elle évite les regards, les conversations, les repas en commun. Une ombre d'elle-même. Le matin, Nisma frappe doucement à la porte entr'ouverte. Apo? Je peux entrer? Un silence. Puis un léger grognement d'approbation. Apolline est assise sur le bord du lit, en sweat trop large, les cheveux en bataille, les yeux cernés. Elle fixe un point invisible devant elle. Nisma s'assoit près d'elle, sans rien dire. Quelques secondes passent. Puis Apolline murmure, d'une voix brisée. J'ai fait une connerie. Une grosse erreur technique sur un dossier important. Et Ulysse, il m'a viré. Elle marque une pause. Et tu sais quoi? Je l'accepte. Il avait raison. Nisma baisse les yeux, attristée. Elle sent qu'il y a plus.
Un peu plus tard, Steve les rejoint. Il s'appuie contre le chambranle de la porte, les bras croisés, inquiet. T'as le droit d'avoir merdé. Mais t'as plus le droit de te cacher. Faut que tu dises la vérité aux gens qui t'aiment. Pour une fois. Apolline le regarde, les yeux embués. J'ai triché. Le silence tombe, lourd. Pas qu'un peu. J'ai falsifié une attestation pour mes études. Et je croyais que ça passerait. Mais rien ne passe. Jamais. Nisma lui prend la main, doucement. Tu t'es trompé, oui. Mais t'as encore le choix de ce que tu fais maintenant. Apolline esquisse un sourire triste. Tu crois vraiment que je peux m'en sortir? Oui, répond Nisma, sans la moindre hésitation. Tu es plus forte que tu le crois. Tu peux repasser le barreau dans 3 mois. Et cette fois, tu le feras à ta manière. Sans triche. Un silence, mais plus léger. Dans le regard d'Apolline, une étincelle. Minuscule, fragile, mais bien là. Peut-être qu'au fond du trou, il reste un fil de lumière. Et elle vient de le voir. Dans la cuisine baignée d'une lumière matinale, Lucie ajuste soigneusement son assiette, tartines beurrées, jus d'orange, fruits coupés avec précision. Elle sort son téléphone et prend plusieurs clichés, modifiant l'angle. La luminosité, jusqu'à obtenir la photo parfaite. Insta Story validée, murmure-t-elle, satisfaite. Mais une chose cloche, elle ne touche pas à son petit déjeuner. Kenza, qui la regarde faire depuis le salon, s'approche, intriguée. Tu manges pas? Lucie secoue la tête, concentrée sur son écran. Non. J'ai mon contrôle de maths ce matin. Faut pas que je sois ballonnée. Kenza lève un sourcil, à la fois moqueuse et attendrie. T'as révisé toute la semaine, t'as plus de formules en tête que ton prof lui-même. Tu peux te détendre. Lucie finit par s'asseoir, le regard un peu fuyant. J'ai envie d'avoir les félicitations cette fois. En 4e, j'ai eu que les encouragements. Tout le monde m'a dit bravo. Mais moi, je me sentais nulle. Un silence. Kenza comprend. Ce n'est pas qu'une histoire de notes, c'est une quête de reconnaissance, de fierté. C'est à ce moment-là que Boé, encore en train d'ajuster sa chemise, entre dans la cuisine. Il attrape une pomme au passage, observe sa fille un instant, puis lâche d'un ton doux. Et, t'es notre rayon de soleil? Ma choupinette. Avec ou sans félicitations. Lucie esquisse un sourire malgré elle. Léa, qui les rejoint, renchérit avec un clin d'œil complice. Et l'ado la plus cool que je connaisse? Accessoirement. Lucie rit. Pas fort. Mais sincèrement. Et dans ce petit instant suspendu, entre anxiété d'examen et chaleur familiale, elle se sent un peu plus solide. Aimée. Soutenue. Peut-être que ça, aussi, ça compte plus qu'une mention sur un bulletin. Dans une petite salle du centre médical, aux murs défraîchis, Ali Belaïd s'agite sur sa chaise. Face à lui, Babette et Mathieu restent debout, silencieux, le regard rivé sur lui. Il comprend qu'il n'a plus le choix. Bon, d'accord. Je vais vous dire ce que je sais. Sa voix est rauque, hésitante. Il évite leur regard. J'ai rencontré Chloé, dans le cabinet du docteur Mouret. Elle avait l'air paumée. Elle cherchait un endroit pas cher où dormir. Alors, je me suis dit que je pourrais lui filer un coup de main. Contre rémunération? Glisse sèchement Babette. Ali acquiesce, un brin gêné. Ouais. Je lui ai proposé une chambre vide dans l'immeuble. Une chambre qui était pas censée être louée. Juste quelques nuits. Je me suis dit que ça mangeait pas de pain. Mathieu croise les bras. Soupçonneux. Et Mouret? Il était au courant. Ali secoue la tête vivement. Non, non, surtout pas. C'est bien pour ça que je vous en ai pas parlé au début. Il m'aurait dézingué. Mais maintenant qu'elle a disparu, je me rends compte que j'aurais peut-être dû parler plus tôt. Babette serre les dents. Tout cela commence à dessiner un tableau de plus en plus sombre. Elle vivait seule dans cette chambre? Tu es sûre?
Ali hésite une fraction de seconde. Trop longtemps. Ouais, je crois. Elle sortait peu. Un soir, j'ai entendu du bruit. Comme si elle parlait à quelqu'un, mais j'ai pas vu qui. Le silence qui suit est lourd. Babette échange un regard inquiet avec Mathieu. Un nouveau fil s'est déroulé, mais où va-t-il les mener? Dans le couloir du cabinet, Babette range fébrilement des dossiers, le regard absent. Elle sursaute en voyant Patrick arriver. Son visage est fermé, grave. Elle le connaît par cœur, ce regard-là. Celui qu'il a quand il doit annoncer quelque chose de lourd. Il ne tourne pas autour du pot. On a retrouvé le téléphone de Luna. Babette s'immobilise, le cœur battant. Où ça? Patrick inspire profondément. Sur un terrain vague, à la sortie de la ville. Il était intact, posé bien en évidence. Il la fixe droit dans les yeux. Il a été placé là. Intentionnellement. Babette sent un frisson lui parcourir l'échine. Tu veux dire, pour faire croire à une disparition volontaire? Patrick secoue la tête, sa voix se durcit. Non. Pour brouiller les pistes. Pour ralentir les recherches. Il marque une pause, puis ajoute, plus bas, mais sans détour. À partir de maintenant, on privilégie la piste criminelle. Le mot claque comme un coup de tonnerre. Babette chancelle légèrement, s'appuie contre le bureau. Luna. Son regard se voile. L'angoisse la serre à la gorge, plus vive que jamais. Patrick s'approche, pose une main sur son bras. On va la retrouver. Je te le promets. Mais dans sa voix, même s'il veut y croire, il sait que la course contre la montre a commencé. Et que chaque heure qui passe peut tout changer. Dans l'arrière-cour sombre d'un immeuble décrépit, le gardien fait les 100 pas, les mains moites, le regard nerveux. Il jette des coups d'œil réguliers à sa montre, comme si le temps allait s'arrêter de lui-même. Il tremble presque. Soudain, Marc Mouret arrive, détendu en apparence. Son éternel sourire poli sur les lèvres. Mais le gardien n'est plus d'humeur à faire semblant. T'as dit que j'aurais l'argent aujourd'hui. Je veux partir ce soir. Direction la Belgique. Je veux plus rester une minute de plus ici. Mouret reste calme, presque trop. Et moi, je veux que tu gardes ton sang-froid. On va pas tout faire capoter maintenant. T'as vu ce qu'elles deviennent, là-dedans? Crache le gardien. C'est plus tenable. Tu veux quoi, qu'elle meure sous mon toit? Mais Mouret se contente d'un regard dur. Tu savais dans quoi tu t'engageais. Maintenant tu assumes. Pendant ce temps, enfermée dans la pièce à l'étage, Chloé est allongée, en sueur. Sa respiration est courte, ses paupières lourdes. La fièvre ne redescend pas. Elle serre la main de Luna avec ce qui lui reste de force. Si je m'en sors pas, tu diras à Elena que j'ai pensé à elle. Chaque jour. Luna ravale ses larmes. Lui caresse doucement les cheveux. Tu vas lui dire toi-même, Chloé. Tu m'entends? On sortira d'ici. Je te le promets. Chloé ferme les yeux, une larme glisse le long de sa tempe. Luna regarde la porte verrouillée, le cœur serré. Dehors, les mensonges s'effondrent. Dedans, la fièvre monte. Et l'étau se resserre. Le silence dans l'appartement verrouillé est presque surnaturel. Seuls les souffles entrecoupés de Chloé et les pas lents de Luna troublent l'immobilité de la pièce. Depuis jeudi, elles n'ont rien mangé. Juste quelques gorgées d'eau, distribuées avec parcimonie. Mais même cela vient de s'effondrer. Luna ouvre le robinet une fois de plus. Rien. Pas une goutte. Elle tape dessus, secoue les poignets, vérifie les tuyaux. Toujours rien. Elle recule lentement. Le regard paniqué, la gorge sèche. Puis elle se tourne vers Chloé, étendue sur le matelas de fortune, en sueur, les lèvres craquelées, la peau brûlante. Il n'y a plus d'eau, murmure Luna. Comme si le dire à voix haute rendait l'horreur plus réelle. Chloé gémit faiblement, incapable de réagir. Sa fièvre ne redescend pas. Son regard est flou, à peine conscient. De l'autre côté du mur? Le gardien fait les 100 pas dans la cage d'escalier.
Il transpire, nerveux. Il a reçu un appel de Mouret il y a 1 heure, lui ordonnant de tenir encore un peu. Mais là, il le sait. La situation dégénère. Si elle crève, c'est moi qu'on expulse. Pas lui, moi, marmonne-t-il en se rongeant les ongles. Il hésite, regarde son sac de sport déjà prêt, posé près de la porte. Une fuite en Belgique. Mais fuir quoi? Sa responsabilité? Un corps sans vie? 2. Dans l'appartement, Luna se penche vers Chloé. L'humidifie comme elle peut avec une serviette trempée dans les dernières réserves. Sa voix est brisée par l'angoisse, mais elle continue à murmurer. Tiens bon, Chloé. Babette va comprendre. Elle va venir. Elle le doit. Mais la question la hante, silencieuse et déchirante. Et si personne ne venait? Faim. Fièvre. Soif. Une lente agonie. Et l'horloge tourne. Et voilà, chers amis. Vous venez de vivre un épisode d'une intensité rare. Un épisode où le danger se resserre, où les faux-semblants volent en éclats, et où le souffle de la mort rôde plus près que jamais. Dans cet appartement oublié, Chloé n'a plus la force de parler. Sa fièvre ne retombe pas. Son corps lâche. Luna, les yeux cernés, se bat pour 2. Pour elle, pour son ami. Pour que quelqu'un les retrouve. Mais le temps file, et chaque seconde écoulée peut signer la fin de l'espoir. À l'extérieur, la vérité commence enfin à émerger. Le téléphone retrouvé. Les mensonges du gardien, le calme étrange de Mouret, tout converge. Mais est-ce déjà trop tard? Qui tire réellement les ficelles? Qui veut faire taire Chloé? Et pourquoi? Et puis, à côté de ce drame, des vies basculent aussi dans l'ombre. Apolline, effondrée mais enfin honnête avec elle-même, touche du doigt la possibilité d'un nouveau départ. Lucie, derrière ses sourires d'Instagram, affronte ses fragilités de jeune fille brillante mais en quête d'amour et de confiance. Et Myrtha, la figure maternelle du Mistral. Sent dans son cœur un vide qu'aucun mot ne peut combler. Ce n'est pas juste un épisode de plus. C'est un carrefour de tensions, de douleurs tues, de décisions irréversibles. Un moment suspendu, où la lumière et les ténèbres se frôlent, où l'humanité se dévoile dans ses plus grandes failles. Merci de nous avoir suivis jusque-là. Si ce résumé vous a touché, bouleversé, fait vibrer, alors n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner, et surtout laisser un commentaire. Selon vous, Luna et Chloé survivront-elles? Mouret est-il le cerveau de cette machination ou simple complice? Et Apolline, parviendra-t-elle à renaître de ses erreurs? On se retrouve très vite pour la suite. Et croyez-moi, le Mistral n'a pas encore livré tous ses secrets. Prenez soin de vous. À bientôt.